Nicolas Bedos, 34 ans, avait déjà un nom avant de se faire un prénom, talentueux protéiforme, arrogant, hypersensible. Que nous confiera-t-il ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas mal de trucs, mais on verra, ça va. Je trouve ça insolite d'être sur ce divan. Je m'apprête à me confier à l'oreille de Marc-Olivier Fogiel, qui est un type que j'aurais pas distribué dans ce rôle-là au départ, et qui apparemment fait le job. Bonjour Nicolas Bedos. Bonjour. Bonsoir Nicolas Bedos. Bonsoir. Étonnant, hein, Fogiel confesseur, dingue, hein. Et Bedos allongé sur un divan, dingue aussi. Je sais pas, c'est plus crédible. On va y venir à... C'est plus crédible parce que des psys, vous en avez vu. D'abord, je vous remercie d'être là, comme tous les invités, mais peut-être plus que d'autres parce qu'on a ramé pour vous faire venir. C'était pas évident. Votre rapport ambigu avec la télévision, oui. J'aime pas, etc. Mais pourquoi faire si c'est encore pour parler de télévision? Il y a des gens qui zappent là au moment où on est en train de parler parce qu'ils se disent voilà, il va raconter sa vie, on s'en fout. Donc vis-à-vis d'eux, ouais, je me suis fait prier. Mais voilà, c'est pas faire ma diva, c'est que je doute de l'intérêt de tout ce qu'on va se dire. Et en même temps, faut y aller. Qu'est-ce qui va pas? Plein de choses et puis ça va. Est-ce que vous êtes déjà allé bien dans votre vie une fois? Moyen, c'est pas mon truc. Je suis pas le roi du bonheur. Mais il faut pas chercher le bonheur. Il faut chercher à être, dans mon cas, il faut chercher à être malheureux de la façon la plus digne et la plus élégante possible. Mais on peut être joyeux sans être heureux. On peut être marrant sans se marrer. On va la dérouler, votre vie, elle est assez courte finalement, 35 ans, mais il s'est passé tellement de choses. On essaye de mettre tout ça dans l'ordre. Allez. Je vais déjà vous expliquer pourquoi je vous ai invité, Nicolas. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que, vu que vos apparitions à la télévision se font de plus en plus rares, autant qu'elles se fassent allongées. Ici, vous aurez davantage l'impression d'être dans votre canapé qu'à la télé. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est que vous assumez avec un vrai courage à peu près tous les défauts de l'homme moderne. Lâche, prétentieux, mythomane et misogyne. J'ai tellement de problèmes de narcissisme que je pourrais avoir une aventure qu'avec une fille qui a adoré ce livre, qui me trouve absolument... Mais elle l'a adoré, c'était sa façon de le dire. De la ramener, parce que t'as envie de faire de la télé comme toutes les putes. Mais quelqu'un qui se présente sous un jour si défavorable ne peut pas être totalement mauvais. Mais il ne peut pas être non plus totalement sain d'esprit. Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que dans la dynastie des Bedos, vous auriez pu tous passer sur ce divan. Mais faute de place, j'ai pris le fils aîné, celui qui héritera de la couronne et des épines qui vont avec. Autre raison, vous êtes un éternel insatisfait. Vous avez du charme, du talent, du succès, mais quand on est surdoué, il y a toujours un revers à la renommée. Quand tout d'un coup la vie s'écroule et que tu te retrouves dans la peau d'un écrivaillon sans succès et sans projet, tu as envie de flinguer. Alors Nicolas, comment se fait-il que votre besoin de consolation soit impossible à rassasier? Et puis, la dernière raison, c'est que vous êtes sans filtre. On connaît vos fêlures et vos défauts, on connaît votre famille et vos histoires de cœur. Et pourtant, impossible de lire en vous à livre ouvert. Alors si tout cela n'était qu'une tactique, Nicolas, faire diversion pour ne pas vous faire attraper, déployer un écran de fumée pour mieux vous cacher, créer des déviations pour que le chemin vers le vrai Nicolas soit le plus escarpé. Bien, très vrai, oui. Il faut danser un peu, sinon ça n'a aucun intérêt. On danse ensemble? Allez. Les psys, vous connaissez, en fait, vous en avez vu Pas très assez. tôt. Passer, pourquoi passer? Parce qu'il faut du suivi, c'est quelque chose de sérieux, la psychanalyse. Je n'ai pas fait d'analyse. Et d'après mes proches, ça urge.
J'ai utilisé les psys comme des médicaments, moi, dans les moments très graves. Puis j'avais pas le choix. Mais voilà, pour régler un problème, une maladie. Mais une analyse, ça accompagne l'existence et ça va explorer en profondeur nos soucis. La maladie, il y en a une très grave, Oui. on va y venir tout à l'heure, la dépression, à l'âge de 20 ans à peu près, les tentatives de suicide. Mais le premier psy que vous voyez, vous êtes tout jeune, vous avez 10 ans, et il vous diagnostique précoce, enfant surdoué. Oui, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je retiens de tout ça, c'est une forme d'exaspération, d'impatience, d'anxiété. Donc oui, j'ai pas eu les lauriers, moi, de ça. J'ai eu que la nervosité, l'ennui. Voilà. On se Le fait chier. décalage, Ouais, bon, c'est gênant de parler de ça parce que on va pas épiloguer sur un truc qui passe pour très gratifiant. Ça, je veux pas... non mais on sait aujourd'hui que les enfants surdoués, c'est pas forcément un plus, ils sont tout le temps décalés, Voilà. ils vivent mal le fait de ne pas être comme les autres, ça a été votre Voilà. cas quoi. Voilà. Oui. Mais c'est pas mal en même temps parce que ça apprend à s'intéresser à autre chose qu'à son camarade de classe. Et c'est bien. On renifle la vie ailleurs que dans la bande du lycée. Voilà, on se balade dans les bibliothèques. On a des amis plus vieux, on a des amis même plus jeunes. Ça n'a rien à voir avec l'âge. On va chercher ailleurs des nourritures susceptibles de satisfaire un peu ce besoin tout azimut. Votre mère qu'on a appelée pour préparer cette émission nous a dit Nicolas et l'école, ça n'a jamais collé, c'était compliqué et douloureux. Oui, mais je suis pas le seul dans ce cas-là. Des gens s'y ennuient atrocement à l'école. On peut pas demander aux professeurs d'être tous des Lucchini, des Raymond DeVos, des Le Clésio. C'est pas toujours des gens très charismatiques, très passionnés. Ils l'étaient peut-être, mais enfin voilà. Mais vous, là-dedans ? La vie fait qu'ils ne transmettent pas toujours avec la rage de la séduction leur matière. Donc comme j'étais au théâtre, parfois j'avais envie de siffler et de demander à être remboursé. Il y a des matières qui me sont arrivées par le charme des professeurs. Quand ils n'en avaient pas, c'était dur. Votre mère a dit c'était compliqué et douloureux. C'est Ouais. au-delà de ce que vous nous dites là. Oui, je comprenais pas. Je trouvais la vie passionnante. Je trouvais qu'il y avait énormément de rayons dans cette espèce de librairie du monde. Et on m'obligeait à passer des heures devant des matières que j'étais certain d'abandonner aussitôt qu'on me le permettrait. C'était des heures gâchées à ne pas faire autre chose. Votre différence, elle agaçait à vos petits camarades ? Tout agaçait et tout continue à agacer. Oui, tout continue à agacer, enfin pour certains. Mais ça date de là déjà. Vous Oui. étiez différents, Oui. petits, et ça agaçait quoi. C'est pour ça que quand on m'a dit quand on m'a demandé comment souffres-tu cette adversité, ce débat quand même qui t'entoure à chacune de tes prestations, tous ces gens qui écrivent des choses extrêmement virulentes sur ton compte, j'ai dit mais je suis habitué depuis la primaire. J'étais pas le garçon populaire. Nicolas, depuis tout à l'heure, il y a des photos qui passent sur l'écran. Vous êtes le premier à être allongé sur ce divan qui ne les regarde même pas. Ouais. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Moi non plus, hein, mais je le constate. Il faudrait un psy compétent pour pouvoir faire de cette émission quelque chose de consistant. Non, je vois un petit morveux qui était très heureux, qui avait des parents merveilleux, qui avait une petite sœur adorable, qui habitait dans une très grande maison, avec un jardin insolent pour le reste des petits camarades de l'école. Surtout quand on a un papa qui va dire à la télévision qu'il est de gauche et qu'il faut... Et il était sincère, et ceci n'empêche pas cela, mais disons que nous vivions dans une sorte de paradoxe. Voilà ce qui m'a rendu d'abord impopulaire. C'est mon père. On n'ouvre pas le dossier du père tout de suite, Nicolas. Si on le referme direct, ça va. Non, on l'ouvrira, on le fermera tout à l'heure, si vous voulez bien. Non. Elle était heureuse, cette enfance. Elle était heureuse. En tout cas, elle était choyée.
Et comme dit l'autre, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc je fais pas très long. Que dire, à part que je l'aimais, à part que j'aimais ma mère, à part que quand il s'absentait, je m'impatientais de son retour, qu'il arrivait parfois très tard, la nuit, et que j'avais très envie d'un jour rencontrer une femme qui soit aussi belle que ma mère. Quel teasing Vous avez vu ça? Ouais, elle est belle, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est très belle, très intelligente, très drôle, très sensible. Ouais, il a mis la barre très haut, le vieux. Pas beaucoup d'écoles, beaucoup de fêtes à un moment donné, au début. Trop. Les excès. Moi, je vous associe, on se connaît pas bien, Nicolas, mais forcément à l'excès un peu de tout, de Oui. sensibilité Oui, oui. et de fêtes, forcément. Oui. Bah, c'est-à-dire que quand ça prend pas, quand ça marche pas, au début ça marchait pas, et comme je vous dis, j'étais impatient d'y arriver. Moi, je voulais être publié, je voulais être lu, écouté. Votre sœur, elle dit connu aussi. Ça n'engage qu'elle. Il kiffe d'être connu, elle nous a dit, votre sœur. Ouais. Je sais, elle dit ça parfois. Je sais pas d'où elle sort ça. Bah, de Ça me dérangerait pas, l'observation, vous savez que je suis pas le peut-être, dernier à assumer mes défauts. Mm. Mais celui-ci, il m'a l'air très exotique. Si ce n'est faux, en fait. Non, c'est pas la notoriété, c'est la considération. Mais être exprimé, être diffusé. À un moment donné, quand on est diffusé, que ce soit par le biais de l'écrit ou par le biais de la télévision ou du cinéma, il est rare qu'on soit totalement inconnu. Non, mais c'est parce qu'elle plus disait, une conséquence de ce que je désirais. Ouais, elle disait plutôt que C'est une c'était finalité. la finalité. Mais vous disiez, j'étais impatient peut-être d'être publié, d'être reconnu plus que connu, j'en sais rien, on va y venir. Mais je vous parlais de la fête, en fait, Voilà, Marc votre Olivier, impatience, c'est-à-dire vous que alliez l'apaiser. J'allais jouer, j'allais frimer en discothèque, j'allais séduire les autres, c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé, puisque si je me suis pas totalement brûlé, c'est parce que j'ai rencontré une ou deux femmes qui ont cru à mon talent, et je les ai rencontrées où? Je les ai rencontrées la nuit, parce que c'était mon théâtre. J'avais pas de théâtre. Mon théâtre à moi, c'était la bringue. Ça fait très justification fastoche. C'est pourtant la vérité. Mais vous dites bringue, moi j'aurais peut-être dit déglingue, hein, non? Parce que il y a des gens qui vont faire la bringue. Vous étiez là? Ça a beaucoup été raconté par vous-même. Hein. Oui. J'étais aux frontières de l'ivrognerie, donc... Oui. Mais il y a des rechutes, hein. Parce qu'on se dit tout. J'ai des rechutes, hein. C'est pas avant, après, hein. J'ai un rapport, je dirais, très maîtrisé, mais néanmoins assez constant avec l'alcool. Que l'alcool? Ah oui, que l'alcool. Puisque une partie de mes problèmes a été occasionnée par cette très courte période de drogue que j'ai traversée vers l'âge de 20-21 ans. Et vous savez, vous l'avez dit vous-même, anxieux, paranoïaque, nerveux, il m'a pas fallu grand-chose pour faire un mauvais trip, moi. J'ai une mauvaise nature. Il me suffit d'une gifle pour tomber. Il m'a suffi de quelques lignes pour avoir le cœur qui me sortait par la gorge. Vous êtes effondré, donc. Ouais. Là, c'était la dépression. Ouais. Ça se passe dans une chambre d'hôtel au Festival de Cannes. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre d'hôtel qui fait que vous vous effondrez et vous n'en êtes pas sorti pendant 4 mois? Je ne parle de ça que, franchement, je ne parle de ça que parce que ça a de l'écho chez certains téléspectateurs qui m'écrivent et qui ont tendance à m'encourager à dire que l'on peut se remettre d'une très grave dépression. Ils m'encouragent à le dire parce que ça peut faire plaisir à une jeune femme ou à un jeune homme, ou même pas jeune, de voir un type comme moi, qui est plutôt à l'aise à la télévision, dire que pendant 2-3 ans, j'avais peur de mon ombre, je suais à table et je me réfugiais dans le mutisme, je tremblais. C'est très spectaculaire, hein, ce genre de maladie. C'est très spectaculaire. Il y a beaucoup de gens qui se figurent la dépression comme une déprime dans laquelle on a tendance à s'autocomplaire. C'est pas ça dont je parle. Hein. Moi, je parle d'une maladie qui est totalement handicapante, où on passe d'une crise d'angoisse à une autre, où on peut plus écrire, on peut plus lire, on peut plus se concentrer, on peut plus réfléchir, on peut plus travailler.
Voilà. Vous savez ce qui vous a fait basculer? D'abord, je veux dire la vérité, il n'y a rien de très romantique là-dedans. Je fais une crise de dépersonnalisation. Voilà comment ça s'appelle. Où, suite à une période de profond désarroi et d'excès psychotropes, tout d'un coup, je me réveille un matin et je suis tétanisé. Mais sans explication. C'est pas glamour, la dépression, telle que moi je l'ai vécue. C'est pas une sorte de vertige métaphysique. C'est pas le suicide de Schopenhauer. Mais c'est le suicide quand même. Mais c'est le suicide, puisque la confiance en soi, c'est le moins qu'on puisse dire, l'estime de soi, puis l'aptitude. Surtout quand cette espèce de cage tombe sur un type qui la ramenait déjà beaucoup et qui avait beaucoup d'ambition pour lui, qui avait promis à un certain nombre de gens, vous verrez, j'en ai sous la plume. Combien de temps il vous a fallu pour en sortir? J'ai pas, c'est tellement flou, c'est tellement vaseux cette période, que je ne sais pas si c'est 2, 3, 4 ans. Je sais que j'ai perdu du temps. C'est un épisode, Nicolas, que vous avez exorcisé dans votre 4e pièce de théâtre, Promenade de santé. Oui. C'est l'histoire d'une mythomane nymphomane qui rencontre dans le jardin d'une clinique psychiatrique, donc que vous avez connue, la clinique psychiatrique, un érotomane bipolaire. Oui. On regarde l'extrait. J'ai manqué. Ah, mais tout le temps. Des hectolitres de sperme déversés dans ma baignoire sur une seule image de toi. Laquelle? Celle-là. Tu viens de m'embrasser? Je viens de t'embrasser. 2 fois? Trois. Ça me touche beaucoup, en fait, parce que j'avais jamais pensé de façon aussi simple. Mais c'est une pièce que j'écris comme une sorte de dernière bouteille à la mer sur ce que je traverse, c'est-à-dire sur 2 paumés, dont l'un, le personnage masculin, est très inspiré de ma propre trajectoire. Il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes de TOC, parce que tout est parti de là. Il a des problèmes d'obsession, de parano, enfin bref. Et je crée un double sur scène à travers Jérôme Kircher. Mélanie Laurent, divine, en pleine bourre professionnellement, qui venait de tourner avec Tarantino, s'amourage de cette pièce. Paf, je commence à faire parler de moi. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que le succès est arrivé par l'expression de ce que j'avais vécu de pire. C'est plutôt intéressant. Ouais, c'est plutôt intéressant. Les tocs, là, dont vous parlez, on voit donc le personnage qui est vous embrassez 3 fois, ça c'est vous, par exemple. À l'école, vous laviez les mains 5 fois par jour. Ouais, c'était grotesque. Vous mettiez des gants? Je mettais des gants, ce qui me rendait pas très populaire non plus. Je pouvais pas faire la bise aux jeunes femmes, alors que j'en mourais d'envie. Mais voilà. Il vous en reste des tocs? Dans les moments de nervosité, quand je tourne un film ou quand je m'apprête à monter sur scène pour présenter une soirée ou des choses comme ça, ça me revient, la veille notamment. Quel toc? Les chiffres. Les chiffres. En fait, tout s'est passé à peu près bien quand j'étais bloqué sur le 3. C'est quand je suis allé au 3,5 que je vous jure que c'est beaucoup plus compliqué. Je comprends. Parce qu'un demi-touché de quelque chose, un demi-compté de quelque chose, une demi-formulation de quelque chose, c'est très compliqué. Parce qu'il faut faire le début d'une phrase et demie. Tout ça a l'air totalement dérisoire, mais ça te gâche une vie. Hein. Mais ça m'arrive encore dans des interviews. Il m'arrive de répéter 3 fois un mot à la fin d'une phrase. Volontairement. La pire manifestation de mes tocs, ça a été vers l'âge de 16-17 ans, et ça m'a pas quitté jusqu'à l'âge de 20 ans.
Je devais, avant de dormir tous les soirs, me regarder dans la glace, narcissisme, et envoyer à mon reflet, enfin, faire refléter dans le miroir, un sourire sincère. Ça donnait quoi, Nicolas? Là, je suis en train de le faire. Ouais. Là, c'est pas un sourire Je devais sincère. croiser... Non, mais il n'était pas sincère, puisque j'étais obligé de répéter cette opération, parce que je devais ensuite éteindre la lumière 3 fois, revenir, retenter le sourire sincère, c'était foiré, rééteindre la lumière 3 fois, revenir, retenter le sourire sincère. Je pourrais parler comme ça pendant 1 heure. Vous êtes pire que je ne l'imaginais, Nicolas. Ouais. Ah ouais. Je savais un peu des choses, mais là... Ouais. Mais c'est réglé. J'allais vous demander, tout est réglé? Je vous dis, la veille d'un moment important, D'accord. je me remets à éteindre 3 fois les lampes de chevet Mais il reste et à un- fermer la poignée 3 fois. La sérénité. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. La sérénité, ça évoque quoi chez vous aujourd'hui? Un oasis, perdu dans un désert dont je connais pas l'adresse. Mais que vous la cherchez? sérénité, je cherche. Non. Ah si, je cherche que ça. Je cherche que ça. Pendant longtemps, il s'est agi pour moi de réapprendre à marcher. Maintenant, je commence à me demander de quelle manière tu vas marcher et vers où. Pendant quelques années, celles que je viens de vivre, je n'en revenais pas de pouvoir exister à peu près convenablement. C'est-à-dire écrire des livres, écrire des films, m'exprimer sans balbutier, sans rougir de honte à la télévision, faire des films de cinéma, ça déjà c'était formidable. Donc chaque page, chaque chapitre, chaque chronique était un miracle. Un miracle. Je rencontre beaucoup d'artistes qui me rassurent dans leur mal-être. Parce que souvent, cette espèce d'hystérie qu'on a à faire des choses, c'est une façon de caresser en vain une cicatrice éternelle. Hein. Parce que vous, votre famille, Nicolas, elle était aimante. Ah oui. J'ai tout gâché, je vous dis. J'ai tout gâché. Comment vous la décririez, votre famille, en quelques mots? Vivante, passionnelle, un peu tribale, culpabilisante. Parce que on te donne de l'amour, on te donne du bonheur, on te donne un décor très satisfaisant pour t'épanouir, mais ne nous oublie pas. On en parle dans un instant, mais dans la famille, il y a une sœur, et je voulais vous en parler quand même à ce moment-là, parce que à un moment donné, elle a été détectée schizophrène. Mélanie, hein? Ouais. Oui. Ou demi-sœur, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Non, mais c'est pour pas que Victoria se retrouve avec des lettres de compassion alors qu'elle est en pleine ascension. Et Mélanie. vous, la folie de votre sœur, elle vous a fait flipper parce que vous imaginez partir vous aussi là-dedans. Et quand on vous entend, c'est pour fermer la parenthèse à cette première partie d'émission, on voit bien que la folie, vous avez flirté avec, d'une certaine manière. Ah bah oui. Je lui ai même roulé une pelle à la folie. Hein. Je ne flirte pas, moi, Marco, vous le savez bien. Mélanie, oh écoutez, franchement, est-ce que c'est bien de raconter toute sa vie à la télé? C'est pas Mélanie, c'est Nicolas, là, dont on va parler. Oui, mais Mélanie, elle a eu son histoire, Nicolas, il a eu peur d'avoir la même. Oui. Et puis surtout, Nicolas, je vais faire comme Alain Delon, Nicolas, il était très très proche de Mélanie. Et il y a un des membres du duo que l'on formait, un duo avec ses qualités et ses défauts, puisqu'on était dans la rébellion, on était dans la découverte de la littérature, de la philosophie. Mélanie est quelqu'un de brillant, elle est toujours, hein, elle n'est pas morte. Hein. Mais la maladie s'est abattue sur elle et j'ai perdu une partenaire. Donc, et puis surtout, elle m'apprend un truc qu'on n'a pas toujours envie de savoir, c'est que tout peut s'arrêter. La famille, hein, vous avez donc été élevé dans une famille aimante, Ouais. avec des tas de gens qui venaient chez Guy et chez Joël. C'était passionnant, parce que mon père a du goût. Barbara, Pierre Desproges, Oui. François Sagan. Oui. Est-ce que toutes ces figures avec qui vous viviez, ça mettait la barre un peu haut et le Nicolas, il allait chercher à Voilà. être à la hauteur de la barre? Exactement. Quand on fait
ces arpèges de piano avec Barbara et Véronique Sanson, et quand on essaye de faire rire Pierre Desproges, quand on fait lire ses premiers textes à Gisèle Halimi et à Jean-Loup Dabadi. Votre marraine et votre parrain. Oui, c'est des gens exigeants, c'est des gens qui, de par ma faute sans doute, ne me considéraient pas comme un petit garçon. Gisèle, ma reine, puisque c'est comme ça que je l'appelle, Gisèle, elle lisait mes textes et elle me disait « Oh, ce que c'est facile, ce que c'est léger, c'est un peu superficiel ce que tu viens d'écrire là. » J'avais 11 ans. Votre sœur Victoria, Plus cool pour Vicky, plus cool, la petite fille, la petite rigolote. la petite rigolote, elle nous a dit, chez nous, ne pas exister médiatiquement, c'est ne pas exister. Ah, elle affectionne les formules définitives et un peu excessives. C'est peut-être de famille. Ouais. Non, c'est trop. Victoria, ma chérie, mon amour, j'étais avec toi hier soir, je t'aime, mais tu fais des déclarations un peu excessives. C'est un peu réducteur quand même pour décrire la problématique dans laquelle je me trouvais. Non, il fallait exister. Moi, je voulais exister littérairement, artistiquement. J'ai toujours pensé... Ça fait 2 fois que vous me dites ça, hein, Nicolas. Ouais. Le Parce que c'est côté important. être connu et exister donc médiatiquement, ça vous réfutait. Hein, ça, vous voulez pas qu'on C'est pas que je veux pas. Non, mais vous voulez pas. C'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, parce que alors ça, c'est votre truc à vous. Vous avez tendance à penser qu'on dit un truc parce que c'est bien stratégiquement au niveau de l'image. J'ai remarqué depuis des années. Je comprends. Et ça, c'est votre problématique. Vous nous faites croire à un personnage, vous voulez qu'on y adhère et... Pas du voilà. tout. Je vous Moi, observe. je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais est-ce que vous dites la vérité? Ça, c'est ma parole contre la vôtre. Non, est-ce que vous dites la vérité? C'est ça ma question. Oui. Écoutez, si j'avais eu envie de signer des autographes dans la rue, j'aurais pas écrit Le voyage de Victor, Promenade de santé, j'aurais pas fait des papiers dans la revue des Deux Mondes, et je pense que j'aurais pas pris ce chemin-là quand même. Je serais allé au cinéma, je serais allé jouer à la comédie, j'aurais fait de la télévision avant. Je commence à faire parler de moi à l'âge de 31 ans. Ok, je prends. Votre copain. Non, mais je suis pas en train de vous vendre ma vérité. Non, mais achetez-la. Je l'achète quand même. C'est de la bonne cam. Votre copain David Fonkinos, il nous a dit Nicolas a été aimé comme aucun enfant n'a été aimé, encore aujourd'hui, et c'est grâce à cet amour qu'il a cette force, ça le rend fort et effrayé aussi. Eh ben, il est intelligent, David, il me connaît par cœur, effrayé, fort, oui, fort, c'est vrai. Quand on a été soutenu, aimé d'amour, considéré par des gens aussi brillants, on est plus fort face à la critique, par exemple, face au public qui ne m'aime pas. C'est vrai. Et effrayé parce qu'il faut être au niveau. Il faut pas décevoir. Elle vient de là, la chute. Je sais pas si c'est clair tout ça, et puis je sais encore moins si c'est intéressant. Mais elle vient de là, de la chute. À 21 ans, je m'effondre parce que je me dis, t'es pas au niveau. Je crois. C'est ce que disaient les psys. Tout ça agrémenté d'une poudre magique qui n'a pas dû faire beaucoup de bien à mon cerveau. Pas au niveau notamment du père, on y vient. Moi, il y a une image que j'ai trouvée formidable en préparant cette émission avec l'équipe, tournée par Mireille Dumas, qui a accompagné votre père en Algérie. À l'époque, vous aviez 8 ans. J'imagine que c'est un souvenir marquant pour vous. Là, au plus proche de nous, c'est mon père qui est là. C'est mon papa qui est là-dedans. Mais comment ça marche, ce truc? Le frère de Jacques. Quand on relève le truc pour mettre les autres, on voit la figure... La figure, non. On voit plus rien. On voit plus de figure, non. Non, c'est parce que c'est un caveau, c'est pas une tombe... C'est pas une tombe égoïste. Il y a de la place pour tout le monde. Mais comment... J'ai pas compris comment ça marchait quand on met plusieurs gens... Chérie, mais il y a des espèces de... On range en somme les cercueils, il y a des... C'est comme s'il y avait des étagères à l'intérieur. C'est profond, tout ça. Là, on peut encore soulever le... Bah oui, mais on va pas le faire tout de suite. Hein. Mais de toute façon, si on le soulève, il y aura personne, il y aura... Voilà. Il y aura Salut, papa. Ça, c'est un défilé de tocs, par exemple. Ça a l'air émouvant, pas du tout. C'est un petit garçon qui veut absolument, de façon obsessionnelle, savoir comment ça marche, face au chagrin de son père qui ne méritait pas ce genre d'insistance. Et c'est un petit garçon qui veut nettoyer toutes les photos du cimetière parce qu'elles sont pas propres et que c'est pas bien.
Vous avez 8 ans, là. Hein. J'ai 8 ans, ouais. J'ai 8 ans et je pose des questions en boucle. Et je me souviens de l'exaspération adorable, hein, mais qui monte doucement chez mon père, parce qu'il est en train de me parler quand même du sien. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment on empile les trucs, de quelle manière ça marche et tout ça. J'aurais pu passer 4 heures là-dessus. Ils ont du mérite, hein, de ne pas m'avoir mis en pension. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Nicolas, de votre père et de votre relation à lui? Je peux vous dire que c'est un des hommes les plus séduisants et les plus aimables qui m'ait été permis de rencontrer, franchement. Et c'est pas de la langue de bois. C'est pas parce que c'est mon père. Tous les gens qui ont croisé ce type, dans la vie privée, j'entends, ont été saisis par son sourire, par sa voix, par sa courtoisie. Il a des qualités que je n'aurais jamais. Il est bien élevé. Je suis mal élevé. Par lui. Il est beaucoup plus équilibré. Il est solide. C'est un artisan. C'est pas un suicidaire, lui. Qu'est-ce que vous avez pris de lui, en fait? Je sais pas. Il y a une sorte de musique, il y a des regards, il y a des sourires, il y a un physique. J'ai vu l'autre jour une émission où il y avait Gad Elmaleh et son père. C'était fascinant, la ressemblance, le mimétisme. Le mien, il est connu. Donc, ça se voit davantage. Mais si vous saviez à quel point nous sommes différents. Ben non, justement, je ne le sais pas. On est différents dans tout. Dans tout, excepté une certaine espièglerie. Sur scène, en 2013, il a fait ses adieux. Oui, c'était magnifique. Évidemment, vous y étiez. Et l'extrait, en fait, il résume assez bien la relation que vous avez avec lui. Penses-tu qu'il me soit légalement possible d'hériter de ton public ? Non, parce que je ne te cache pas que je possède déjà moi-même quelques fans sur Facebook. Mais pour tout ce qui concerne les plus de 70 ans... Ça s'entend ? Je ne serais pas contre une petite donation, fût-elle physiquement précaire. PS 2, je t'aime de plus en plus. Bisous, Nicolas. Cher Nicolas, il est hors de question que je déclare mon public sur le moindre testament. C'est mon public, il est à moi, je l'ai gagné tout seul, je l'ai pris à personne, je le laisse à personne. Pendant des années, j'ai réussi à le garder presque intact. Alors, je peux te dire que c'est pas un petit con qui va ramasser la mise. Merde! Arrête de faire le malin. Et viens m'embrasser, connard. Devant mon public. C'est moi qui l'ai écrit, le texte, hein. Y compris le sien. J'avais compris, ouais. C'était très bouleversant, parce que bon, c'est toute ma vie, quand même. C'est toute ma vie, cet homme sur scène. C'est toute ma vie. Donc ce soir-là, c'était la dernière. Donc là, j'étais plus moi-même un auteur, un satiriste, un acteur, je sais même pas ce que je suis. J'étais plus, moi, un type qui propose des choses aux gens. J'étais un fils qui regarde son père faire la dernière fois quelque chose. Il m'emmenait en tournée, il m'emmenait partout. Je me suis endormi sur les consoles des éclairagistes pendant des années. On partait sur les routes, c'était une vie délicieuse. Il représentait le spectacle, les gens, les parfums de femmes, les autographes, les bravos. Un obstacle aussi a existé?
Non. Pas un obstacle. Une injonction à exister. Il fallait exister très fort. Je pense que j'aurais pu me contenter de mes pièces pour avoir une vie relativement épanouissante sur le point de vue littéraire. Mais quand on a le nom que j'ai, il fallait davantage. Et là où peut-être c'est ce que voulait dire Victoria, donc je finis par lui donner raison, une certaine notoriété m'était nécessaire. Parce que sinon, on ne me considérait pas suffisamment, notamment les critiques, notamment le milieu du théâtre. Il a fallu que j'aille à la télévision dire « Regardez ce que je peux faire ». Il a fallu élargir mon audience.